Bonjour. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour cette conférence qui va démarrer à 14 heures précises et qui est consacrée à l'Odyssée de l'Ardoise. Cette conférence est construite sur la base également d'une restitution entreprise dans le cadre d'un voyage d'études à l'exposition universelle de Dubaï qui va se terminer prochainement le 31 mars 2022. Pour marcher sur les traces de ce grand voyage de l'Ardoise, je vous propose à la fois de positionner le sujet à travers le prisme d'un voyage dans l'espace et dans le temps. L'espace parce que finalement l'Ardoise a beaucoup voyagé, s'est énormément exporté en Europe du Nord, a développé des liens extrêmement intéressants entre des bassins ardoisiers, on va y revenir, en Bretagne, en Anjou, mais aussi dans les Ardennes, et que finalement, l'Ardoise peut être vue tant dans un jumelage des éléments, avec ces mines bleues qu'on a connues ici et ailleurs, avec la formation géologique du bassin du massif armoricain, mais également le voir aussi à travers un jumelage des symboles, à travers la dimension silencieuse et éternelle du schiste, le schiste ardoisier, et l'audace du travail qui a été réalisé par les ardoisiers venus justement perturber ce matériau noble qui semblait à jamais imperturbable. Alors ici en photo, vous avez la structure du pavillon France à Dubaï, je vais y revenir, dont le thème était consacré au sujet lumière-lumière. Alors, les expositions universelles sont vraiment là pour catalyser l'innovation, apporter de la nouveauté, offrir une expérience de découverte à ses visiteurs. Et depuis leur création, beaucoup de commodités, de friandises, d'expériences modernes ont fait leur apparition justement dans le cadre d'expositions universelles. Je pense à celle de Chicago, 1893, l'électricité, la grande roue et la fermeture éclair. Celle de Buffalo, toujours aux États-Unis, avec l'apparition du rayon X. Le cornet de glace, de crème glacée et le hot dog qui ont été justement de formidable douceur pour gérer les files d'attente à l'exposition universelle de Saint-Louis dans le Missouri. Et enfin, le poste télévision apparu lors de l'exposition universelle de New York en 1940. Toujours dans le domaine des innovations alimentaires, l'Ardoise a elle aussi guidé une créativité assez hors norme. Peut-être que certains d'entre vous connaissent le Quernon d'Ardoise, qui est cette nougatine que vous voyez ici en photo et qui est recouverte d'un chocolat bleuté. Et je trouve que c'est un clin d'œil extrêmement intéressant aux expositions universelles qui ont été aussi des lieux exceptionnels pour permettre à des expériences culinaires de faire leur première apparition. Alors, le Quernon d'Ardoise est une spécialité qui vient d'Anjou, une spécialité angevine, et qui est véritablement née de cette rencontre complice entre un artisan chocolatier et l'Ardoise, cette noble pierre qui revêt avec élégance les toits européens depuis des siècles. J'ignore si certains d'entre vous ont déjà pu goûter cette friandise, mais voyez en tous les cas qu'avec sa couleur, elle est extrêmement attractive à offrir. Je vous propose de naviguer maintenant aux portes du désert et vous avez ici en photo la structure du pavillon France à Dubaï lorsqu'il était encore en travaux. On va y revenir à la fin de la conférence, mais la structure va être démontée et rapatriée à Toulouse dans le cadre du CNES, le Centre national d'études spatiales. Vous avez également les références qui apparaissent ici en bas des cabinets d'architectes qui ont travaillé sur ce pavillon consacré autour du thème Lumière, Lumière. Beaucoup d'expositions universelles, avant bien entendu celle de Dubaï, ont laissé des traces derrière elles
et des audaces architecturales assez intéressantes. Je pense à la Grande Roue lors de l'exposition universelle de Chicago, l'Atomium, un peu plus proche de chez nous à Bruxelles, qui présentait à l'époque les ascenseurs les plus rapides de la planète. Space Needle, que vous voyez ici en photo sur la ville de Seattle, aux États-Unis, et qui existe toujours, qui est une magnifique tour dotée d'un restaurant panoramique au sommet et qui offre une vue imprenable sur le Puget Sound, qui est un bras de l'océan Pacifique. Et puis enfin, à Dubaï, la place centrale, qui s'appelle Awazal Plaza, est dotée d'un grand dôme autoportant qui est l'une des pièces centrales du site et qui restera après l'exposition pour devenir le centre, le carrefour emblématique d'un nouveau quartier qui va s'appeler District 2020. Des structures historiques qui ont aussi marqué l'Europe, d'abord sans doute citer aussi le Crystal Palace, né de la première exposition universelle à Londres, et bien entendu la Tour Eiffel, qui est un symbole important de la capitale, qui n'a pas été populaire immédiatement, et certains, je vous le rappelle, avaient fait campagne pour son démantèlement après la fermeture de l'exposition universelle de 1889 qui s'était déroulée à Paris. Dès le début, ces expositions universelles sont aussi là pour interroger finalement quels miroirs industriels et territoriaux peuvent construire des nations. Et la première exposition universelle, qui se déroule en 1851 à Londres, prend le nom exact, ici en jaune, de Grande Exposition des produits de l'industrie de toutes les nations. À l'époque, le prince Albert, en sa qualité de président de la Society of Art, crée un comité qui a vocation à organiser des expositions dans le but d'améliorer le design industriel britannique. Première édition à Birmingham en 1849, suivie d'une première exposition véritablement internationale que la reine Victoria qualifiera au plus grand jour de notre histoire. Elle se sera rendue pas moins de 34 fois sur cette exposition où étaient exposés plus de 100 000 objets du monde entier répartis en matières premières, machines, produits manufacturés et beaux-arts. Et elle écrira à Léopold, son oncle, le roi des Belges, que l'inauguration de cette grande exposition était le plus grand jour de notre histoire. Vous avez ici des pavillons extrêmement originaux qui apparaissent. Celui-ci est le pavillon de la Belgique, qui est actuellement exposé à Dubaï. Pour certains qui ont peut-être participé à des expositions universelles, la plus récente proche de chez nous était celle de Milan, en Italie, où le pavillon France avait été constitué entièrement en bois. Et vous voyez que cette structure du pavillon belge est intéressante à la fois, et c'est le message qu'a voulu faire passer l'architecte, de réfléchir au prisme homme-nature, et également, on le voit donc à travers ce système d'arrosage par gravité qui permet à des plantes d'épouser finalement la forme de ce pavillon. C'est un pavillon qui célèbre en quelque sorte le biomimétisme avec une arche, une sorte d'arche naturelle pour encourager justement symboliquement l'innovation et la collaboration. Pavillon France. Vous avez un plan ici de la structure qui a été imaginée et qui est maintenant entièrement démontable, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, le pavillon France va revenir s'installer dans l'Hexagone, à Toulouse, dans le cadre d'un campus qui appartient au CNES, au Centre national d'études spatiales. Ici, vous avez également un plan qui vous met en perspective la scénographie qui a été imaginée pour les visiteurs. Chaque pavillon à Dubaï est incroyablement atypique, avec énormément d'affluence. Alors sur place, je ne dirais pas que le pavillon France a été celui qui a forcément connu le plus d'affluence, mais vous avez des pavillons extrêmement originaux, intéressants. Je pense au pavillon Arabie Saoudite, pavillon Ukraine aussi, très intéressant. Beaucoup de pays soviétiques avaient fait des choses assez remarquables.
des pays européens aussi très en avance. Et le chemin de ce pavillon nous amène justement à marcher sur la route des ardoises. Ces ardoises qui intéressent depuis très longtemps des intellectuels et en particulier des philosophes. Je voudrais ici vous rappeler un carnet de voyage, un tour de France qu'a réalisé un philosophe britannique qui s'appelle John Locke. À droite de cette slide, vous avez une carte qui vous permet de voir les différentes étapes qu'a réalisé ce philosophe lors de son tour de France, entrepris de 1675 à 1679. Sa destination finale, comme vous pouvez le voir sur la carte, à l'époque, c'est Montpellier. Il doit se rendre à Montpellier, y découvrir une grande capitale savante à l'époque du Royaume de France et qui est extrêmement réputée en Europe pour son école de médecine. Il va s'arrêter, comme vous le voyez sur le tracé, dans plusieurs villes très importantes. Et ce qui l'intéresse à l'époque, c'est de visiter notamment des manufactures. C'est visiter des territoires qui développent des innovations qui pourraient tout à fait inspirer le Royaume-Uni et faire germer cette fameuse révolution industrielle. Il va s'intéresser à des pôles d'innovation, des manufactures de soie du côté de Nîmes, de Castres, l'école de médecine de Montpellier que j'ai mentionné, des forges aussi sur les bords de Loire, les forges de la Chaussade. Et un matériau l'intéresse tout particulièrement, c'est l'ardoise. Il va notamment faire une description extrêmement détaillée en s'arrêtant en Anjou, qui joue alors un rôle extrêmement important de carrefour de la route de l'ardoise. Et il visitera plusieurs ardoisières, en particulier à Angers, mais aussi sur une commune limitrophe dans le département du Maine-et-Loire, qui est la commune de Trélazé. Il décrit le récit de son voyage et de ce que lui inspire la ville dans son carnet de voyage. Vous avez ici les références de cette œuvre que vous pouvez retrouver assez facilement et qui est quelque chose d'assez intéressant parce que d'autres philosophes marcheront sur les pas de cette démarche. D'autres philosophes anglais, des philosophes aussi écossais des Lumières. Je pense à John Hume, à Adam Smith, ce qui montre à quel point finalement l'ardoise, comme d'autres matériaux, ont aussi très vite intéressé des intellectuels. Et nous allons comprendre comment l'ardoise finalement nous mène peut-être sur une route de l'or bleu. En tous les cas, c'est une odyssée que je vous propose de découvrir ensemble. Premier voyage de l'ardoise, c'est vers l'Angleterre, qui a été marqué au XVIIe siècle par un essor extrêmement important des exportations d'ardoise par voie maritime. En période de paix, les carrières entretenaient de très bonnes relations avec des lords anglais et de nombreuses cargaisons vont être expédiées vers les îles britanniques. Certaines voies gallo-romaines ont même servi de route de l'ardoise à partir de la Bretagne et également de l'Anjou. Cette région, donc cette partie, ce flanc ouest de la France, a aussi une signification particulière dans l'histoire britannique parce que c'est la relation aussi avec les Plantagenets. C'est aussi un grand passé antique où les conquêtes romaines avaient associé la petite Bretagne et la Grande-Bretagne au sein d'un même territoire qui s'appelait à l'époque Britannia et que Tacite considérait comme la terre la plus écartée, le dernier boulevard de la liberté. Dans les Ardennes également, des échanges ardoisiers extrêmement riches avec l'Angleterre et avec l'Europe du Nord. Le rôle aussi stratégique est à souligner des canaux, et en particulier le canal de Nantes à Brest, qui a été en quelque sorte une voie bleue de l'ardoise. D'abord parce que des cités ardoisières florissent et sont très vite reliées à des axes maritimes. Port-Launay, Châteaulin, dans le département du Finistère. L'église Saint-Maclou à Rouen a été en partie couverte avec des ardoises qui provenaient de Châteaulin autour de 1525. Et puis progressivement, des massifs, des carrières d'ardoise éloignés des axes maritimes, mais qui, grâce à ce fameux canal de Nantes à Brest, permettent d'irriguer un sillon, et on pense en particulier au centre-Bretagne, mais aussi plus largement
à cette région de l'Anjou bleu, qui laisse encore aujourd'hui des traces extrêmement intéressantes dans le Segréen, le Candéen, à Saint-Barthélemy-d'Anjou, Junier-sur-Loire, qui témoignent aussi de traces extrêmement intéressantes de cette mer d'ardoise où les carriers fendaient, coupaient et taillaient le schiste pour obtenir l'ardoise définitive. Ici, le logo d'un lieu de mémoire extrêmement agréable à visiter que je vous recommande, le Parc des Garennes, qui est remarquable et qui vous permet de voyager dans les traces de ce bleu ardoisier. Dans la région d'Angers, on pense à la commission des ardoisières, très importante. Et puis, un nomadisme extrêmement important qui s'est développé à travers différents corps de métier, notamment des voltigeurs qui étaient des travailleurs nomades qui se rendaient sur un certain nombre de chantiers itinérants, des couvreurs polyvalents qui ont un peu sillonné finalement la France et l'Europe pour couvrir nos toits de ces différentes ardoises qui travaillaient souvent en semaine et qui le dimanche, à la sortie d'église, reconstituaient des grandes pyramides humaines, des spectacles que certains d'entre vous ont peut-être connus. Alors, les échanges transmanche, les échanges britanniques, nous en avons parlé. C'est un peu l'esprit, effectivement, de l'Empire Plantagenet. Vous savez, cet empire transmaritime qui rayonnait des deux côtés de la Manche. Une immigration très intéressante liée à des crises. Crise de la pêche, par exemple, à Concarneau, qui amène beaucoup de familles bretonnes à émigrer, en particulier en Anjou et notamment du côté de Trélazé. Lorsque l'ardoise sera moins compétitive, on va retrouver aussi dans un certain nombre de sites ardoisières un afflux de main-d'œuvre venant d'autres pays, en particulier beaucoup de Portugais. La commune de Trélazé, qui a été une grande cité ardoisière, s'est d'ailleurs jumelée avec la ville de Valengon au Portugal pour justement valoriser ces chemins de mémoire. Autour des échanges maritimes, autour de l'ardoise, on est certes dans un prisme européen, mais aussi avec des jeux d'acteurs extrêmement intéressants, y compris jusqu'aux Antilles. Vous savez que Louis XIV avait passé un accord avec le roi de Suède pour transformer l'île de Saint-Barthélemy aux Antilles en port franc-suédois en échange d'un droit d'entrepôt dans le port de Göteborg. Et à cette époque-là, on peut interroger si la place de ces entrepôts vers l'Europe du Nord n'était pas aussi un débouché extrêmement intéressant pour stocker des ardoises et les exporter vers d'autres débouchés. Alors, l'un des grands débouchés de l'ardoise, c'est la reconstruction de Londres à la suite du grand incendie de 1666. Les ardoises ont fait souffler à l'époque un vent de modernité sur les toits européens. C'est la fin du chaume qui avait rendu si fragile ces villes. Et cet incident ravageur autour du grand incendie de Londres entraîne une destruction catastrophique de la ville sur les bords de la Tamise, et en 4 jours, les 4/5 de Londres furent réduits en ruines fumantes. L'origine telle qu'elle est identifiée dans des récits fait référence à une maladresse d'un artisan, d'un boulanger, et qui aurait, à la suite de ça, déclenché un incendie. Alors, les Indes bleues, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? À la suite du grand incendie de Londres, on a beaucoup associé en Angleterre les ardoisières aux Indes bleues pour justement comparer la richesse mythique des Indes à celle des carrières d'ardoise, dont les pétales et les schistes étaient exportés jusqu'à Londres.
Et ces ardoises ont fait souffler à l'époque un véritable vent de modernité. Et aujourd'hui, ce pavillon France présente une originalité exceptionnelle avec ce dôme et cette structure que vous voyez ici, photovoltaïque, qui est un clin d'œil à l'ardoise, qui épouse un jeu de couleurs extrêmement intéressant que vous voyez ici, bleu et vert, et qui est en réalité inspiré des nymphéas de Monet. Monet, ce génie de l'impressionniste, a développé ses premières commandes à Londres, et cette idée autour de l'impressionnisme qu'il a eue était assez intéressante parce que finalement se dégageait une vision assez claire de travailler de nouvelles perspectives, de s'inspirer d'une approche beaucoup plus fugitive des choses plutôt qu'un aspect stable et figé et conceptuel des choses. Alors, comment les expositions universelles aujourd'hui continuent de parler au monde? Nous avons aujourd'hui un certain nombre de traces. Je voudrais vous parler du parc oriental de Molévrier, très intéressant, le plus grand parc japonais d'Europe, et un certain nombre de moules ont, à ce titre, été reproduits sur la base de l'exposition universelle de 1900. Et Alexandre Marcel, l'architecte qui a conçu le parc oriental de Molévrier, avait notamment été chargé de 3 pavillons, le pavillon du Cambodge, celui de l'Espagne et celui de la Compagnie des messageries maritimes, qui s'appelait à l'époque, ce pavillon portait le nom de Panorama du Tour du Monde. Et cet architecte a aussi développé des projets en Belgique et au Japon. Et je crois qu'aujourd'hui, finalement, ces expositions universelles, il faut les voir comme des vitrines exceptionnelles et qui peuvent sans doute permettre à des matériaux anciens comme l'ardoise de déclencher des nouvelles formes d'innovation, de stimuler auprès d'architectes, de porteurs de projets innovants et d'innovateurs de nouvelles visions ou en tous les cas de nouvelles intuitions. Nous avons parlé ici du pavillon Belgique que vous reconnaissez. Et l'esprit, en tous les cas, de chaque exposition universelle se veut véritablement d'offrir une expérience exceptionnelle à ses visiteurs. Et c'est une véritable boussole créative pour les matériaux biosourcés. Et la volonté, en tous les cas, de Dubaï, comme des précédentes, est de faire en sorte que les portes de ces grandes agoras ne se referment jamais et continuent à connecter les esprits et le monde. Ici, vous avez le plan général de l'exposition universelle de Dubaï. J'ai pu réaliser un voyage d'études sur place et je vous propose d'y revenir pour y faire ressortir des points relativement importants par rapport au thème de la conférence. Ce site que vous voyez ici est en réalité articulé autour de 3 districts. Un district mobilité, un district opportunité et un district durabilité. Les organisateurs ont aussi, notamment en lien avec ce fameux district mobilité, imaginé une gare ultramoderne qui permet à l'ensemble des visiteurs d'arriver sur le site de l'expo à travers un métro dernier cri, accessible depuis l'aéroport de Dubaï. Alors, il faut imaginer Dubaï aujourd'hui comme une formidable conurbation avec un étalement urbain assez démesuré, ce qui veut dire que depuis l'aéroport jusqu'au site de l'exposition, en empruntant ce métro, vous mettrez au minimum 1 heure, voire 1h05 de transport. Alors, cette gare ultramoderne que vous voyez ici en photo est la dernière station, l'arrivée finalement sur le site, et a été réalisée sous l'initiative d'un consortium franco-japonais qui associe d'un côté Keolis, qu'on connaît bien en France, et son partenaire japonais Mitsubishi. L'exposition universelle de Dubaï, le thème principal qui a été retenu, c'est connecter les esprits et construire le futur. C'est quelque chose qui peut paraître assez vague, mais en réalité, l'idée dans la tête des organisateurs est d'offrir un véritable moment pour créer, innover et collaborer. Et ce qui fait peut-être véritablement sens, en tous les cas dans les pays du Golfe et dans la culture du Golfe Persique, c'est de croire à ce pouvoir des connexions.
à ces logiques de réseautage, de mise en relation, de talents, de capitaux, de savoirs, de connaissances. Et si j'avais à résumer en une phrase l'expérience de l'exposition universelle et ce qu'elle a à offrir, je dirais que c'est 192 façons de voir le monde. Alors pourquoi 192? Parce que c'est le nombre de pays représentés dans le cadre de cette exposition universelle qui disposent chacun d'un pavillon qui leur est consacré, qui a été aménagé. Et ces 192 façons de voir le monde, c'est un véritable carrefour dans lequel les visiteurs peuvent justement profiter des découvertes, des innovations du monde entier et se poser la question comment les technologies et les idées du futur pourront et peuvent peut-être aujourd'hui déjà aider à créer un monde beaucoup plus équilibré. On a déjà parlé un peu de l'histoire de ces expositions universelles. Elles existent depuis 170 ans. Le Crystal Palace donc, avait été l'une des grandes signatures architecturales de la première qui s'était déroulée à Londres en 1851. Et puis, au fil des expositions universelles, les visiteurs découvrent des innovations, des découvertes. D'abord dans le domaine des ordinateurs, en particulier celle de 1962, Century 21 à Seattle, où on découvre pour la première fois, à travers IBM, l'importance des commandes vocales. Avant les ordinateurs, les téléphones, très importants, avec l'exposition universelle de Philadelphie, 1876, et puis Osaka, au Japon, en 1970, qui met en valeur justement l'importance de la téléphonie mobile. Autour des expositions universelles, c'est aussi de nombreuses innovations alimentaires qui font leur début. Le popcorn, le ketchup pour l'exposition universelle de Philadelphie et les cônes de graines glacées pour l'exposition universelle de Saint-Louis dans le Missouri. Des témoignages architecturaux, on en a parlé et on va y revenir par rapport à l'ardoise. La tour Eiffel ici, que vous voyez en photo. Les expositions universelles laissent des traces derrière elles. Et le 22 février dernier, la consul générale de France à Dubaï, Nathalie Kennedy, a inauguré un escalier originel de la tour Eiffel, que vous voyez ici en photo, et qui va rester de façon permanente dans cet espace de verdure que vous voyez ici, qui est un des parcs qui a été conçu pour les visiteurs de l'exposition universelle. Lors de l'inauguration, la consul en fait a aussi beaucoup souligné les relations d'amitié qu'entretenait Gustave Eiffel avec notamment l'un de ses amis, Jeanne Adore, alors que certains connaissent peut-être parce que c'est quelqu'un qui a fait sa fortune notamment dans le thé, qui est très connu à Marseille, et sa maison de thé a voyagé et a eu des relations avec de nombreux comptoirs en Extrême-Orient. Et il existe toujours une marque qui s'appelle Jana Paris et qui a aussi beaucoup d'informations extrêmement intéressantes à partager sur l'esprit des expositions universelles, les échanges de son fondateur avec Gustave Eiffel. Et vous voyez alors cet escalier qui fait son apparition à Dubaï, je trouve ça assez exceptionnel. D'autres pavillons qui méritent leur attention, un petit détour sur le pavillon canadien, qui a une œuvre qui s'appelle Forward, qui utilise le bois et qui offre un parallélisme assez intéressant avec le numérique, puisqu'au sein de ce pavillon en bois est proposé aux visiteurs notamment un tunnel numérique qui change perpétuellement de forme, de motif et de direction. Et cette œuvre fait allusion à l'avenir, dans l'esprit de son concepteur, extrêmement fragile, que le simple fait d'y penser peut en changer le cours. Alors, je voudrais aussi vous parler à travers l'ardoise du pouvoir des femmes. Parce qu'en réalisant finalement des recherches sur les ardoises, on manque peut-être de témoignages, de documents écrits, et une grande partie de la mémoire autour des ardoises vient aussi essentiellement de femmes qui ont peut-être été des transmetteuses extrêmement intéressantes de cette mémoire ouvrière. Et je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire justement
sur les témoignages de femmes, alors qui soit restaient effectivement au foyer ou entendaient le témoignage de leur mari, mais qui auraient certainement énormément de choses à raconter sur les conditions de vie, les prouesses, les grands défis qui ont accompagné aussi l'évolution des ardoisières. Je vous parle de ce détail-là parce que l'une des innovations de l'exposition universelle de Dubaï, au-delà d'avoir des pavillons nationaux, 192, c'est d'avoir aussi voulu ouvrir un pavillon des femmes. Pavillon des femmes qui est porté par la France et en particulier par un grand joaillier français qui est Cartier. Cartier a eu une relation assez intéressante avec l'engagement des femmes. Vous savez que la directrice de la création de Cartier pendant la guerre avait été inquiétée par les Allemands parce qu'elle avait réalisé une broche qui était la broche d'un oiseau en cage. Et au moment de la libération de Paris, Cartier a voulu célébrer un nouveau bijou que vous voyez ici en photo sur ce croquis, d'un oiseau qui cette fois-ci était sorti de sa cage. Et Cartier avait beaucoup collaboré avec le général de Gaulle, avait mis à disposition un certain nombre de ses bureaux à Londres et lui avait permis d'enregistrer un certain nombre de ses discours. Et le pavillon Cartier aujourd'hui, enfin le pavillon des femmes, en tous les cas soutenu et organisé par Cartier à Dubaï, est aussi un clin d'œil extrêmement intéressant autour de l'engagement des femmes et la façon aussi de faire voyager des innovations. Des innovations parce que finalement, ce pavillon des femmes est une reprise de ce qui a d'abord existé à l'exposition universelle de Chicago en 1893, qui est le Women's Building. Ce Women's Building comprenait un espace d'exposition, une salle d'assemblée, une bibliothèque, et dans le hall d'honneur figurait notamment cette formule: il faudra beaucoup de temps avant qu'une telle agrégation du travail des femmes, comme on peut le voir maintenant dans le Women's Building, puisse être à nouveau rassemblée de toutes les parties du monde. La personne qui est à l'initiative de ce premier Women's Building, c'est une franco-américaine. C'est Bertha Honoré Palmer, qui a mobilisé autour d'elle des militantes de Chicago et qui ont ensemble suggéré la création d'un Women's Department for the Fair, un département des femmes. Elle a mobilisé autour d'elle des médias, du mécénat de compétences, réalisé un plaidoyer important. Et je trouve que sa personnalité et ses origines françaises sont intéressantes à mettre en valeur. D'abord, son grand-père, Jean-Antoine Honoré, possédait la première ligne de bateaux à vapeur reliant Louisville à la Nouvelle-Orléans. Et son père, Henry Hamilton Honoré, était un riche promoteur immobilier qui lui permettra de bénéficier d'une éducation très soignée à Chicago. Pour ceux qui redécouvriraient cette ville, vous pouvez vous rendre à la Palmer House, qui est cet hôtel historique de la ville de Chicago, où Bertha Honoré Palmer avait notamment demandé à un cuisinier d'imaginer un dessert qui est aujourd'hui typique aux États-Unis, qui est le brownie. Alors ici, vous pouvez voir le pavillon de Women's Building, le premier pavillon des femmes à Chicago, qui a été le fruit d'un concours dans lequel ont participé 14 femmes architectes et le conseil des architectes a sélectionné celui de Sophie Hayden. Et je trouve que finalement, l'ardoise si silencieuse pourrait peut-être réveiller de nouvelles intuitions si on demandait à des architectes, et pourquoi pas des femmes, de redonner aussi une nouvelle vie à ce matériau noble, de le mettre en valeur dans le cadre de grands événements. Et en tous les cas, ce concept d'exposition de femmes a aussi essayé d'essaimer en Europe, notamment à Copenhague, puisque c'est une aristocrate danoise qui s'appelle Sophie Oxford, qui a voulu, elle aussi, organiser une exposition de femmes qui a finalement eu lieu en 1895. L'histoire est un peu triste parce qu'elle terminera la fin de sa vie complètement ruinée. Cette exposition de femmes aura été un gouffre financier et elle n'aura malheureusement pas réussi
à créer suffisamment de profitabilité autour de ce projet. D'autres pavillons sont extrêmement intéressants, pavillons nord-américains, des pays asiatiques. Le pavillon des États-Unis alors porte un message, mais que je pense peut être repris par de nombreux autres pays. L'idée, en tous les cas, que la liberté favorise la créativité, l'innovation et les opportunités. Ici, un vieux guide de l'exposition de San Diego qui avait été inauguré en 1915 pour célébrer à la fois l'ouverture du canal de Panama, mais aussi le rôle que pouvait jouer justement le port de San Diego dans les échanges avec la côte nord-ouest des États-Unis. Le mot de conclusion et l'ouverture que je vous propose d'avoir ensemble, c'est que finalement, à travers la première expérience de Dubaï et ce voyage de l'ardoise, comment finalement de grands rendez-vous à venir pourraient aussi permettre à l'ardoise et à son héritage si riche en France de retrouver une nouvelle vie. Sur cet aspect, réfléchir peut-être ensemble à la candidature de Rome pour accueillir une exposition universelle en 2030 autour du thème l'éternelle révolution. Ça, c'est peut-être quelque chose qui pourrait offrir une visibilité extrêmement intéressante aux matériaux biosourcés. Et puis, dans l'immédiat, c'est la prochaine exposition universelle qui se déroulera en 2025 à Osaka, berceau de la révolution industrielle du Japon, le Kansai, qui a été une région extrêmement importante. Et Osaka renouvelle, entre guillemets, l'exercice, puisque la ville avait déjà accueilli une exposition universelle en 1970. Et donc, faire imaginer l'ardoise rayonner tant à Rome, dans la ville éternelle, que dans la Manchester de l'Orient serait tout à fait exceptionnel. Je voudrais vous parler, en tous les cas, de la préfiguration de cette prochaine exposition universelle, en mot de conclusion, pour vous inviter aussi collectivement à réfléchir à peut-être à des formes peut-être innovantes qui permettraient au voyage de l'ardoise de retrouver peut-être une nouvelle vie. Le thème qui a été retenu par les autorités japonaises autour de la prochaine exposition d'Osaka, c'est concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain. Vie de demain qu'on peut imaginer avec des matériaux biosourcés. 3 sous-thèmes ont été à ce titre déclinés: sauver des vies, inspirer des vies et connecter des vies. Il y a un site internet qui a été réalisé, que vous pouvez aussi trouver facilement sur internet parce qu'il existe une version en français et quelques images futuristes que vous pouvez voir ici à l'écran, notamment ce projet immobilier d'Avancement sur la mer. C'est une île qui a été imaginée pour être la puissance accueillante de la prochaine exposition universelle de 2025, avec cette idée dans l'esprit des organisateurs d'être un laboratoire vivant des peuples, un laboratoire pour une société de l'avenir. Je voudrais vous remercier à tous pour votre attention. Si vous souhaitez recevoir les planches de cette conférence, vous avez mon adresse courriel dans laquelle je peux vous transmettre les éléments. La conférence sera aussi enregistrée de manière à permettre une restitution si vous souhaitez reconsulter les éléments. Et si vous souhaitez aussi réagir peut-être à l'expérience même de Dubaï, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus et je vous propose maintenant d'ouvrir la parole avec, alors je n'ai malheureusement pas de Quernon d'ardoise à vous offrir matériellement, mais en tous les cas que ces Quernons d'ardoise que vous voyez en photo vous donnent envie de faire vivre le débat d'idées autour de l'Odyssée de l'ardoise. Merci, merci à tous. Avez-vous des questions ou des réactions? Bulle de discussion aussi ouverte si vous souhaitez écrire des choses ou faire remonter des questions. Sinon, votre micro, s'il fonctionne, n'hésitez pas. Bien, déjà, merci pour cette remarquable présentation qui permet de relancer un petit peu l'espoir dans le domaine de l'utilisation de l'ardoise, puisque aujourd'hui, on sait qu'il existe encore suffisamment de gisements pour alimenter des besoins. Reste maintenant à trouver la manière de les utiliser
en passant évidemment par des solutions techniques qui permettent d'avoir des coûts d'extraction et des coûts d'industrialisation qui soient compatibles avec les aspirations modernes de l'architecture. Ça, c'est un des points où on risque d'achoper. C'est ce qui s'est produit tout de suite au sortir de la guerre de 1939-1945, dans la mesure où, par exemple, en Bretagne, on avait suffisamment d'ardoise pour alimenter tous les chantiers de France et de Navarre. Cela étant, les architectes se sont vus pressés par les autorités de reconstruire au plus vite. Donc, pas question dans ce cas-là de s'amuser à faire des mètres carrés d'ardoise avec des clous ou des crochets. Il fallait aligner beaucoup de mètres carrés de toiture. Donc, c'est là où il y a eu un changement architectural complet. On a commencé à faire du toit-terrasse, du déploiement de films bitumineux, etc., etc., qui ont complètement enterré l'ardoise. Donc, il lui restait simplement l'aspect culturel comme les monuments nationaux et autres, mais ce n'est pas suffisant pour entretenir une industrie. Donc effectivement, il y a certainement des débouchés. Maintenant, je pense que l'heure est au brainstorming dans ce domaine pour arriver à trouver des nouveautés. Voilà. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci à vous. Je vous en prie, la conférence était prévue dans un temps de 40 minutes. Il reste 1 minute 10 avant la fermeture du format Zoom. Est-ce que quelqu'un souhaite également réagir ou faire part de ses idées? S'il n'y a pas d'autres réactions, en tous les cas, n'hésitez pas si vous souhaitez recevoir les planches de cette conférence, oui, travailler dans ce brainstorming, effectivement, dans ces sphères de créativité. Et mon adresse courriel est également disponible si vous souhaitez recevoir la restitution vidéo. La conférence sera restituée sur YouTube, ce qui laisse aussi la possibilité à d'autres participants d'en prendre connaissance. Je vous souhaite en tous les cas un excellent dimanche et je vous remercie pour votre attention s'il n'y a pas d'autres questions. Eh bien, nous de même, on vous remercie et bonne fin de dimanche. Au revoir. Merci, pareillement. Au revoir.